Le 21 mai 2025, un convoi militaire fend Ouagadougou et rompt la routine. En une seule journée, près de 6 milliards de francs CFA en blindés, drones et communications modernes sont remis aux volontaires pour la patrie, affichant une rupture nette entre un avant dispersé et un après revendiqué. Que change réellement ce seuil pour la sécurité quotidienne, la marge de manœuvre politique et l'autonomie sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré? Un test s'ouvre entre symboles puissants et effets durables à prouver. La promesse est simple et exigeante. Partir d'un fait précis, puis dérouler ses conséquences réelles sans slogan ni extrapolation gratuite. Offrir des clés claires pour distinguer symboles et effets durables réels. L'enjeu immédiat concerne la protection et la coordination sur le terrain. Là où embuscades et engins explosifs improvisés ont façonné une peur ordinaire et persistante. À ce niveau, chaque amélioration se mesure en continuité d'action, en réduction de l'aléatoire, en capacité à décider plus tôt. L'enjeu politique est tout aussi central. Refuser une aide conditionnelle et diversifier les partenariats affichent une volonté d'autodétermination, mais exposent aussi à de nouvelles contraintes moins visibles, parfois plus techniques. L'enjeu social, enfin, est le plus fragile. La fierté collective peut monter vite et l'attente avec elle. Si les bénéfices tardent ou restent imperceptibles, cette attente se transforme en pression. Ce récit propose donc un cadre d'observation précis, suivre les mécanismes, comparer l'avant et l'après et vérifier si les actes soutiennent ou non le discours. La question guide la suite. Où commence l'effet concret et où s'arrête le symbole? Le chiffre arrive avant le slogan, environ 6 milliards de francs CFA concentrés en une seule journée. Le 21 mai 2025 devient ainsi une frontière nette entre un avant dispersé et un après revendiqué, où l'équipement apparaît comme un signal autant qu'un outil. Ce point de bascule s'inscrit dans un contexte de sécurité marqué par l'asymétrie et l'incertitude. Les embuscades et les engins explosifs improvisés ont façonné des routines de prudence, souvent réactives, sur des axes longs et exposés. Dans ce cadre, la modernisation racontée ne promet pas une invulnérabilité, mais un déplacement de posture, voire plutôt coordonner plus vite, réduire la part d'aléatoire. La logique n'est pas l'accumulation, mais la combinaison. Le récit disponible décrit un ensemble cohérent de moyens remis aux volontaires pour la patrie. Les blindés répondent aux menaces immédiates sur les routes en amortissant l'impact des mines et des attaques. Les drones déplacent le centre de gravité vers l'anticipation en produisant du renseignement en temps réel sur des zones étendues. Les communications modernes ferment la boucle en reliant les unités, en raccourcissant l'intervalle entre signal et décision. Pris isolément, chaque élément a ses limites. Ensemble, ils dessinent un système. Ce cadre opérationnel se double d'une lecture politique assumée. Le convoi traversant Ouagadougou est mis en scène comme un message international, affirmant un refus de l'aide conditionnelle et une diversification des partenariats. Ibrahim Traoré apparaît ici comme une charnière narrative, non pour personnifier une prouesse technique, mais pour incarner un choix stratégique liant sécurité et autodétermination. Le contraste avec la période antérieure est volontairement appuyé. Avant, la défense est décrite comme plus passive, fragmentée, dépendante de réactions tardives. Après, la livraison concentrée fixe une date et un seuil observable permettant d'évaluer des effets sans ambiguïté. La question structurante s'ouvre alors. Ces gains fonctionnels suffiront-ils à transformer durablement la posture ou resteront-ils un symbole puissant en attente de confirmation par l'usage et le temps?
Le récit avance sans héros unique, mais avec un personnage guide fonctionnel, presque discret. D'un côté, le volontaire des volontaires pour la patrie sur les pistes, habitué aux alertes soudaines, à la fatigue et à l'imprévisibilité. De l'autre, l'unité reliée au reste du dispositif, celle qui reçoit l'information, transmet les ordres et coordonne les mouvements. Ensemble, ils matérialisent ce que l'arrivée d'équipements modernes est censée transformer au-delà de l'image du convoi. Un premier effet se dessine sur la mobilité, sur des axes où l'embuscade est une menace permanente. Un véhicule mieux protégé ne garantit pas la victoire, mais il modifie le calcul du risque. La protection contre mines et attaques réduit l'exposition immédiate, permet de tenir une position plus longtemps, d'évacuer sans rupture et d'avancer sans immobilisation prolongée. Ce n'est pas une défense figée, mais une tentative de reprendre l'initiative par la continuité. Un second effet apparaît dans le temps de réaction. La surveillance aérienne et la transmission rapide raccourcissent l'intervalle entre un signal et une décision. Le texte insiste sur ce gain de fluidité, présenté comme un transfert de confiance autant que comme une capacité technique. Savoir que l'information circule change le moral, parfois avant que les résultats ne soient pleinement mesurables. Ces impacts précoces sont aussi visibles pour la population, témoin d'un État qui cherche à montrer qu'il agit. Sous Ibrahim Traoré, cette démonstration prend valeur de test de cohérence. Si la protection et la coordination améliorent réellement le quotidien des forces, alors le symbole commence à produire des effets concrets. Alors, concrètement, l'enjeu est de réduire l'incertitude vécue sur le terrain, maintenant. Avant, la scène était décrite comme une succession de contraintes. Des routes longues et exposées, des convois ralentis par la peur des mines, des unités avançant avec prudence, souvent en réaction, rarement en initiative. La défense subissait davantage qu'elle n'initiait, prisonnière d'un rythme imposé par l'adversaire et par l'insuffisance des moyens coordonnés. Après, le 21 mai 2025 devient un point de bascule narratif. L'entrée d'un convoi militaire dans Ouagadougou met en image une volonté de rupture, assumée et visible. Les équipements n'arrivent plus par fragments, mais comme un ensemble cohérent, livré en une seule journée. Environ 6 milliards de francs, CFA, en blindés, drones et systèmes de communication modernes, sont remis aux volontaires pour la patrie. La concentration crée un effet de seuil. Ce n'est pas seulement un renfort matériel, c'est une mise en scène de capacité et de décision. L'activation est immédiate. Les blindés sont présentés comme une réponse directe aux menaces les plus courantes de la guerre asymétrique. Ils ne promettent qu'à pas la domination du terrain, mais une réduction de la vulnérabilité immédiate. Avancer sans s'arrêter au moindre doute. Évacuer sans rompre la chaîne. Tenir une position sans dépendre uniquement de la chance. Dans le récit, cette protection agit comme un amortisseur face à l'imprévu. La montée en puissance se poursuit avec l'entrée des drones. Leur rôle n'est pas décrit comme spectaculaire, mais structurant. Survoler, observer, produire du renseignement en temps réel sur des zones étendues. Ce gain transforme la temporalité de l'action. Détecter plus tôt permet de décider autrement. La surprise adverse perd une partie de son avantage. La guerre n'est pas effacée, mais elle cesse d'être totalement aveugle. Viennent ensuite les communications modernes. Elles relient ce qui était fragmenté. Elles fluidifient la chaîne de commandement et donnent une cohérence au mouvement. Dans cette logique, chaque élément dépend des autres. Sans protection, la mobilité s'expose. Sans vision, la protection devient statique. Sans communication, la vision reste inutilisée. Le récit insiste sur cette articulation. Il ne s'agit pas d'accumuler, mais de faire système. Le point culminant dépasse cependant la technique. Lorsque le convoi traverse la capitale,
il devient un signal adressé à plusieurs publics. À l'intérieur, il nourrit une fierté visible mêlée d'attente. À l'extérieur, il affirme un refus clair, celui d'une aide conditionnelle, perçue comme contraignante. Sous Ibrahim Traoré, cette séquence est présentée comme une signature politique liant sécurité et autodétermination dans un même geste. Puis viennent dire Rebecca Bediken les répliques. Le texte glisse vers une tension stratégique plus large. Les partenariats évoqués, notamment non occidentaux, sont décrits comme porteurs de capacités, mais aussi d'intérêts propres. Le récit ne tranche pas. Il pose un dilemme: renforcer la défense sans déplacer la dépendance. La montée en puissance devient alors un test, non seulement militaire, mais aussi diplomatique et politique. La séquence se referme sur une question suspendue qui structure la suite du récit. Ce basculement marque-t-il le début d'une autonomie maîtrisée ou l'ouverture d'un nouvel équilibre encore fragile, soumis à des contraintes inédites? Avant, les capacités étaient fragmentées et livrées par à-coups. Après le 21 mai 2025, un seuil mesurable s'est franchi. Cette bascule ne repose pas sur une avalanche de statistiques, mais sur trois repères simples qui structurent le récit et permettent d'évaluer des effets sans extrapolation. D'abord, il y a le montant, environ 6 milliards de francs CFA d'équipements militaires sont remis en une seule journée. Cela signifie qu'une masse livrée d'un bloc modifie perception, planification et crédibilité opérationnelle. Le texte ne fournit pas de comparaison chiffrée antérieure, mais insiste sur la concentration. L'effet décrit est psychologique autant qu'opérationnel. Recevoir une enveloppe cohérente plutôt que des apports dispersés transforme l'aide en signal stratégique. La perception collective de la capacité change à l'intérieur comme à l'extérieur et fixe un point de référence observable pour la suite. Ensuite, il y a la date. Le 21 mai 2025 sert de frontière avant-après dans tout le récit. Cela permet qu'une date fixe ancre l'évaluation et évite l'ambiguïté temporelle durable. Cette datation joue un rôle méthodologique. Elle permet de lier des effets futurs à un moment précis, sans confondre tendances longues et ruptures ponctuelles. Le changement n'est pas dilué dans le temps. Il devient vérifiable car rattaché à un événement identifié, visible et concentré. Enfin, l'introduction de capacités de renseignement en temps réel via des drones, sans surface chiffrée mais avec un effet fonctionnel clair. L'idée est que réduire le délai détection-décision change la nature même de l'action. Le gain mesuré n'est pas une distance ou une durée précise, mais une réduction qualitative du temps mort, voire plutôt permet de décider autrement. La surprise adverse perd une partie de son avantage, même si elle ne disparaît pas. Ce repère complète les deux premiers en reliant le matériel à une transformation de la temporalité. À partir de ces éléments, le récit construit un contraste cohérent. Avant, des véhicules vulnérables aux mines, une détection lacunaire et des communications fragmentées dominantes. La mobilité était entravée, la décision tardive et la doctrine largement réactive. Après, les blindés sont présentés comme mieux protégés, la surveillance aérienne comme continue et les transmissions comme modernisées et interconnectées. La différence n'est pas absolue, mais directionnelle. Trois effets concrets sont mis en avant. D'abord, et la survie, la protection accrue réduit la vulnérabilité immédiate sur les axes exposés. Ensuite, la réactivité. Le renseignement en temps réel raccourcit l'intervalle entre signal et action. Enfin, la cohérence. Des communications fiables d'Ectinus limitent les ruptures de coordination et l'effet de surprise. Chaque effet dépend des autres. Aucun ne suffit isolément. Sous Ibrahim Traoré, ces indicateurs prennent aussi une valeur politique.
Ils étayent un discours d'autonomie sans promettre l'invulnérabilité. La mesure implicite devient une question de trajectoire. Ces gains fonctionnels s'inscrivent-ils dans la durée ou restent-ils un seuil symbolique dont l'impact s'érode avec le temps et l'adaptation adverse? Pour juger ce basculement avec rigueur, le récit invite à prendre au sérieux les critiques les plus solides avant d'y répondre à partir des éléments disponibles, sans les caricaturer. Un premier argument adverse avance que la modernisation visible déplacerait la dépendance plus qu'elle ne la réduirait. En refusant une aide conditionnelle occidentale pour s'appuyer sur d'autres partenaires, le pays risquerait de substituer une contrainte à une autre, moins politique mais plus technique. Les équipements livrés impliquent formation, maintenance, pièces et flux d'informations. À terme, ces exigences pourraient créer un lien structurel durable, limitant la liberté de décision réelle. Dans cette lecture, l'autonomie affichée serait surtout symbolique, tandis que la dépendance deviendrait plus discrète et plus difficile à rompre. Un second argument souligne que l'effet militaire serait surestimé face à une guerre asymétrique adaptative. Blindés, les drones et communications modernes peuvent réduire certains risques, mais l'adversaire ajuste ses modes d'action. Les embuscades changent de embuscades changent de forme, les engins explosifs improvisés évoluent, et l'avantage technologique tend à s'éroder. Le danger serait donc de produire une confiance excessive sans garantie d'une amélioration durable de la sécurité, tout en exposant le pays à des réactions extérieures, pression diplomatique ou sanctions indirectes. La réponse la plus fidèle au texte ne consiste pas à nier ces risques, mais à les replacer dans la logique décrite. D'abord, la modernisation n'est jamais présentée comme une invulnérabilité. Elle est définie comme un passage d'une posture subie à une posture plus anticipatrice, fondée sur la combinaison protection, vision, coordination. Le gain est relatif, réduire la vulnérabilité immédiate et raccourcir le temps de décision. Ensuite, la question de la dépendance est explicitement posée. Le choix de partenariats diversifiés est décrit comme une tentative de rééquilibrage, non comme une sortie totale des contraintes. La condition implicite est le contrôle interne. Sans capacité de gestion, de maintenance et d'arbitrage autonome, l'équipement perd sa valeur stratégique. Enfin, l'adaptation adverse est intégrée par prudence. La modernisation est présentée comme un seuil, pas comme une fin. Elle ouvre une trajectoire qui doit être confirmée par l'usage, la cohérence et la durée. La bascule n'est crédible que si elle reste maîtrisée. La question demeure pratique et non idéologique. La capacité à garder la main sur les choix compensera-t-elle les contraintes nouvelles qu'impose toute montée en puissance? La puissance impose une discipline. Ce point médian déplace la focale du récit. Jusqu'ici, l'attention portait sur l'équipement et ses effets immédiats. Ici, la bascule devient politique et structurelle. Le convoi n'est plus seulement une réponse aux mines ou aux embuscades, il devient un révélateur de méthode. Ce qui change réellement n'est pas l'arrivée d'outils modernes, mais la manière dont ils obligent l'État à se positionner face à ses propres choix. Le texte suggère une inflexion nette. L'autonomie ne se prouve pas par l'accumulation de matériel, mais par la capacité à les intégrer sans qu'ils dictent la stratégie. À ce stade, la dépendance cesse d'être abstraite. Elle devient opérationnelle. Qui fixe les priorités? Qui contrôle les flux d'informations? Qui arbitre entre sécurité immédiate et cohérence de long terme? C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension différente. Elle ne sert plus seulement à incarner le refus de l'aide conditionnelle, mais à porter une exigence de cohérence. Le récit le place face à une responsabilité centrale, transformer un signal fort en cadre durable, sans laisser les partenariats définir l'agenda. Le révélateur central est volontairement sobre.
Le véritable enjeu n'est pas la puissance acquise, mais la discipline stratégique qu'elle impose. À partir de là, les conséquences peuvent être évaluées sans se laisser guider par l'image. Les effets de ce basculement ne se listent pas de manière uniforme. Le récit invite à distinguer quatre groupes d'acteurs, chacun exposé à des bénéfices potentiels et à des contraintes spécifiques, afin d'éviter une lecture globale trop simple. Pour l'État, l'impact est d'abord opérationnel. La combinaison protection-vision-coordination renforce la capacité à reprendre l'initiative dans un environnement asymétrique. Les blindés réduisent la vulnérabilité sur les axes minés. Les drones déplacent l'effort vers l'anticipation et les communications modernisées raccourcissent la chaîne de décision. À ce gain fonctionnel s'ajoute un effet politique. Sous Ibrahim Traoré, l'événement sert de signal de souveraineté, affichant un refus de l'aide conditionnelle et une volonté de marge de manœuvre accrue. Ce bénéfice reste toutefois conditionné à la capacité de maintenir la cohérence entre discours et gestion des équipements et contrôle des partenariats. Pour les entreprises, l'impact est indirect mais déterminant. Le texte ne détaille pas de secteur précis, mais décrit un mécanisme clair. Si les routes deviennent plus prévisibles et les déplacements moins exposés, l'activité gagne en continuité. La réduction de l'incertitude favorise la planification, la circulation des biens et certains investissements. En contrepartie, la reconfiguration géopolitique introduit un risque. Les choix de partenariat et les réactions extérieures peuvent compliquer l'accès à des marchés, des financements ou des assurances. Pour les acteurs économiques, le bénéfice dépend donc moins de l'image du convoi que de la stabilité durable qu'il est censé produire. Pour les citoyens, l'effet se déploie sur deux registres simultanés. D'un côté, la fierté et le moral. Voir des équipements modernes est raconté comme un signe que l'État agit et cherche à reprendre la main. De l'autre, la persistance de la peur. La guerre asymétrique ne disparaît pas par décret. La modernisation promet une amélioration relative, non une fin des menaces. Cette tension crée une attente forte. Si l'État affirme une nouvelle capacité, la population attend des résultats perceptibles dans la vie quotidienne, sur la durée, et non un apaisement ponctuel. Pour la région, enfin, l'événement dépasse le cadre national. Le récit l'inscrit dans une dynamique plus large, celle d'un possible modèle d'autodétermination pour d'autres pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest. Il suggère un effet d'entraînement. Suivre cette voie pourrait renforcer une autonomie régionale, mais aussi déplacer la compétition entre puissances vers de nouveaux terrains. Les partenariats non occidentaux évoqués deviennent alors un facteur de recomposition stratégique avec des effets qui dépassent les frontières. À travers ces quatre lectures, une constante apparaît. Le convoi n'est ni une solution miracle ni un simple symbole. Il ouvre une phase d'exigence accrue. Les gains promis doivent s'aligner entre l'État, l'économie, la société et la région pour produire un effet durable. Faute de quoi, il risque d'entrer en tension et de fragiliser la promesse initiale. À partir de ce point, le récit permet d'envisager trois trajectoires possibles sur les 6 à 12 prochains mois, sans prédire ni attribuer de probabilité. Elles partent du même socle observable, un convoi visible, des capacités renforcées et une ligne politique d'autonomie affichée. Ce qui varie, ce sont les conditions d'enchaînement et la cohérence dans la durée. Dans un scénario de base, si l'intégration des équipements progresse de manière régulière, alors les gains restent partiels mais réels. Les blindés réduisent certains risques sur les axes, les drones améliorent la surveillance et les communications rendent la coordination plus fluide. La sécurité s'améliore par touche, sans renverser totalement l'équilibre.
Sur le plan international, les partenariats non occidentaux se consolident de façon pragmatique, tandis que les critiques persistent sans se transformer en rupture ouverte. Dans ce cadre, l'enjeu principal devient la maintenance et la formation. La trajectoire tient si la cohérence opérationnelle est préservée et si les décisions restent maîtrisées. Dans un scénario favorable, si les trois composantes fonctionnent réellement comme un système et si la chaîne décisionnelle gagne en discipline, alors l'effet cumulatif devient visible. La réduction du temps entre détection et action limite l'effet de surprise, la mobilité protégée augmente la continuité des opérations et le moral progresse. La population perçoit une baisse relative de l'incertitude dans certaines zones, même si la stabilisation n'est pas totale. Diplomatiquement, les choix sont présentés comme une diversification maîtrisée plutôt qu'une rupture, ce qui atténue les réactions hostiles. Dans cette hypothèse, l'autonomie s'affermit parce qu'elle repose sur l'usage, non sur l'image. Dans un scénario dégradé, si la montée en puissance crée plus de friction qu'elle n'en résout, alors les contraintes se resserrent. Les partenaires extérieurs prennent un poids croissant dans les décisions techniques. Les réactions internationales se durcissent et l'économie subit des pressions. Sur le terrain, les gains tactiques existent mais sont absorbés par l'adaptation adverse. L'attente sociale se transforme en fatigue et la promesse initiale s'érode. La leçon commune est conditionnelle. Si la sécurité ouvre un espace politique et économique durable, alors l'autonomie se consolide. Si la dépendance se déplace, alors la promesse se vide. Le facteur décisif reste la capacité à garder la main sur les choix dans la durée. Cette séquence parle directement au public parce qu'elle ramène la stratégie à des expériences ordinaires, loin des abstractions. Trois groupes se distinguent par leurs attentes et leurs inquiétudes sans se confondre. Pour celles et ceux qui vivent donc d'abord la question de la sécurité, l'enjeu est concret et immédiat. Les déplacements deviennent-ils moins risqués? Les alertes sont-elles mieux anticipées? Le récit suggère que la protection accrue et la coordination plus fluide peuvent réduire certaines vulnérabilités. Il rappelle aussi que l'adversaire s'adapte. L'amélioration perçue dépend donc de la régularité des effets, pas de l'événement initial. Une accalmie ponctuelle ne suffit pas. Ce qui compte est la continuité jour après jour. Un second groupe observe surtout la question des dépendances. Refuser une aide conditionnelle peut libérer des marges de décision, mais l'entrée de nouveaux partenaires pose d'autres contraintes. Pour ce public, l'inquiétude n'est pas idéologique, elle est pratique. Qui finance la maintenance? Qui forme les équipes? Qui arbitre lorsque les intérêts divergent? Le texte invite à regarder les capacités de négociation et de refus, plutôt que les intentions affichées. Un troisième groupe cherche un sens collectif. La scène du convoi agit comme un miroir. Elle raconte une volonté de se tenir debout, de décider sans subir. Ce sentiment peut rassembler, mais il crée aussi une exigence accrue. Si l'État affirme une nouvelle capacité, alors il doit produire des résultats visibles sans réduire la société à une logique strictement sécuritaire. Deux pistes d'attention émergent, sans recette. D'abord, privilégier l'observation des effets concrets plutôt que des proclamations. Ensuite, garder une question simple en tête: les choix renforcent-ils la capacité de décider ou déplacent-ils la contrainte ailleurs? Une trajectoire crédible se lit moins dans les intentions que dans une séquence d'actions ordonnées, avec des responsabilités claires et des critères simples. Le récit permet d'esquisser une feuille de route sans ajouter de faits nouveaux, en reliant moyens, décisions et contrôle. D'abord, à très court terme, il s'agit de stabiliser l'usage des équipements comme un système. Cela suppose de clarifier qui fait quoi, du niveau opérationnel à l'encadrement technique, et d'assurer l'interopérabilité entre protection, observation et transmission.
Le critère d'évaluation est pragmatique, continuité des liaisons, réduction des ruptures de coordination et baisse des erreurs de transmission lors des opérations. Ensuite, à court terme, il faut renforcer la chaîne décisionnelle. L'enjeu central est le temps réel. Il s'agit de raccourcir durablement le délai entre détection et action en reliant opérateurs, commandement local et unités au sol. La mesure n'est pas un chiffre isolé, mais la régularité d'une prise de décision plus rapide et plus cohérente observable dans la conduite des opérations. Puis, à moyen terme, il devient essentiel de sécuriser la mobilité et la survie. Les blindés sont présentés comme un amortisseur face aux mines et aux embuscades. L'objectif est d'en tirer un bénéfice constant, visible dans la capacité à maintenir les déplacements, à évacuer sans rupture et à réduire la vulnérabilité perçue sur les axes. En parallèle, il faut encadrer les partenariats. Le récit évoque des acteurs non occidentaux et des réactions possibles. Le critère clé est l'équilibre. Accord lisible, capacité à refuser des exigences incompatibles avec la souveraineté et limitation des coûts diplomatiques. Enfin, il s'agit de relier sécurité et autonomie interne. Sous Ibrahim Traoré, la promesse affichée exige une gestion capable de financer, maintenir et piloter les choix sans tutelle. La mesure ultime devient la maîtrise politique du cadre dans la durée. La question finale reste opérationnelle. Ces étapes peuvent-elles être tenues ensemble sans que l'une n'annule les autres? Le récit revient à une image plus intime, presque silencieuse, déjà esquissée plus tôt, celle du volontaire sur la piste et de l'unité qui le relie au reste du dispositif. Ce duo fonctionnel, discret, sert de fil conducteur émotionnel. Il rappelle que derrière les blindés, les drones et les transmissions, il y a des corps exposés, des décisions prises sous pression et une attente simple, rentrer vivant. La scène du convoi, spectaculaire au départ, a changé de nature au fil du récit. Elle n'est plus seulement un moment de fierté collective, mais un rappel d'exigence. Si la protection progresse, alors la confiance peut s'installer. Si la coordination tient, alors l'improvisation recule. Si la vision s'améliore, alors l'incertitude se réduit sans jamais disparaître totalement. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré prend sa portée finale, non comme un slogan ou une présence omniprésente, mais comme le symbole d'un pari politique. Affirmer l'autodétermination tout en refusant de simplement changer de dépendance exige une cohérence durable, bien au-delà du moment du convoi. Une phrase s'impose comme un clou narratif. L'autonomie se prouve dans la continuité. Ce retour à l'humain ferme la boucle. Il rappelle que la stratégie n'a de sens que si elle allège, même lentement, le poids quotidien de l'incertitude sur les routes, dans les décisions et dans la durée. La discussion peut se prolonger sans slogan ni camp figé en restant attentive aux faits et à leurs effets concrets. Ce récit ne demande ni adhésion automatique ni rejet réflexe. Il propose une méthode d'observation. Regarder ce qui change réellement sur le terrain, ce qui évolue dans les partenariats et ce qui résiste dans la durée. Au-delà du cas national, l'enjeu touche aussi à une dimension sociale plus large. L'idée d'autodétermination parle parce qu'elle renvoie à une aspiration partagée, décider sans subir. Mais cette aspiration devient exigeante dès qu'elle se confronte aux coûts, aux compromis et aux pressions extérieures. C'est là que l'analyse gagne à rester précise, comparative et ouverte. Pour celles et ceux qui suivent ces évolutions, une piste simple consiste à hiérarchiser les critères. Faut-il juger d'abord les résultats opérationnels, l'équilibre diplomatique ou la capacité économique à tenir dans le temps? Et lequel de ces critères doit primer lorsque les effets entrent en tension? La suite appartient à l'échange. Observer, confronter les lectures et revenir au mécanisme permet de dépasser l'émotion du moment.
Quelle dimension vous paraît décisive pour évaluer cette trajectoire dans les mois à venir?